Bien le bonjour à tous les enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Voyons voir. Aujourd'hui, Peugeot 206. Vous savez quelle est la différence entre moi et la 206? Le point en commun en tout cas, on a le même âge. C'est beau hein? 26 ans. 26 ans. Alors moi je suis à peine plus vieux de quelques mois, moi je suis en février 98. Elle est sortie le septembre, je ne sais pas combien septembre, mais en septembre 1998, Peugeot présente la remplaçante de la mythique 205 qui a fait les succès de la marque et qui a même sauvé la marque, ça c'est très important. C'est un défi assez compliqué pour le constructeur de refaire un best-seller, tu vois, sans trop changer la donne, sans trop dégoûter les clients. Parce que les clients 205, il y en a eu beaucoup. Elle s'est vendue à combien? 4 millions d'exemplaires la 205? 205, il me semble que c'est plus, c'est beaucoup plus. Plus de 4 millions? Très bonne question, par contre. Ouais. Très bonne question, parce que la 205 s'est vendue partout dans le monde, Partout. surtout en Afrique. Ouais, en Afrique, ils étaient vraiment très friands. Donc il y a eu beaucoup plus de ventes, aux mais États-Unis, combien? Enfin, tout ce qui est Amérique du Nord-Sud, ça n'a pas été vendu. C'est une trop petite voiture, il me semble, pour ces Oui, pays-là. tu sais, les Américains, bon, enfin bref. C'était franchement un défi pour Peugeot de relever un peu le blason de la 205 en faisant, alors attention, on passe de 205 à 206, on gagne un numéro de plus. Mais Paris réussit parce que la 206, là pour l'instant, là je sais combien d'exemplaires elle est vendue, j'ai révisé mes fiches, plus ou moins 12 millions d'exemplaires. C'est énorme. Pourquoi elle a eu autant de succès et même encore du succès aujourd'hui parce que c'est une voiture vraiment très prisée par les jeunes. Elle est fiable, elle coûte pas cher en entretien, elle coûte pas cher à l'achat. C'est vraiment la voiture parfaite. Puis en plus, elle est petite, elle est compacte. Que demande le peuple? Il faut savoir que la 206, en termes de design, on part complètement de zéro par rapport à la 205. La 205, c'était une voiture plutôt carrée et tout. Là, on est un peu plus dans le bio-design, un peu de rondeur et tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une pub très connue en Inde où tu avais une vieille voiture carrée et tout. Et puis, tu avais l'éléphant qui... Enfin, le mec avait amené un éléphant pour qu'il s'assoive dessus, sur le capot et tout, pour donner de la rondeur, de la pliure à la carrosserie. Et voilà, ça c'était vraiment un petit souvenir très intéressant au début de la 206. Donc voilà, en fait, la pub montrait vraiment l'intention de Peugeot à faire de la rondeur et tout. Donc voilà, ça commence. 1998, Peugeot présente la 206 avec les nouvelles faces avant de Peugeot. Donc par exemple, des blocs optiques très effilés. Voilà, qui se terminent vraiment en pointe sur la calandre et puis qui montent légèrement vers l'aile. Franchement, c'est assez agressif, mais même quand on la regarde de loin, hein, quand on prend un peu de recul, voilà, quand on descend un peu, ça a quand même une sacrée gueule. Et franchement, c'est beaucoup plus réussi que les Peugeot qui sortiront des années après. Par exemple, entre 2002 et 2008, les faces avant des Peugeot, c'était pas beau. Hein. Là, ça avait de la gueule et ça avait une vraie personnalité. Tu la voyais de loin, tu dis putain, elle est petite, mais elle est un peu énervée quand même. Nous avons alors déjà un court capot qui descend très bas, qui est très plongeant parce que regardez hein, la distance du pare-choc en termes vertical, on n'est vraiment pas haut, tout est écrasé en fait. Donc cette impression d'écrasement, c'est déjà notamment, comme je vous l'ai dit, le capot qui descend bas, les blocs optiques qui vraiment s'affinent en plongeant vers la calandre, une calandre très très fine, couleur pain carrosserie, donc ça donne un petit côté, tu vois, moins plastoc à l'ensemble de la voiture, voilà, avec des légères fines lamelles d'ouverture pour refroidir le moteur, donc ça c'est bien. Le pare-choc, alors ça dépend les versions, celui-là il est peint carrosserie, mais sinon nous avons du plastique brut. Mais ça va toujours parce qu'en fait, il n'est pas imposant, puis il s'intègre bien dans la face avant de la voiture. Voilà, en plus, là, nous sommes sur une finition Quicksilver. Comme la marque de vêtements exactement, quoi. La marque de sac à dos, la marque de vêtements, c'est vraiment la finition Quicksilver. J'avais même pas pensé. Donc sur cette finition-là, alors déjà, full carrosserie peint, la grille en nid d'abeille. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est vraiment très aérien, c'est assez bien fait. Et la bouche est pas très grande, elle sourit, tu vois, c'est comme si la voiture nous souriait avec ce dessin qui remonte gentiment vers le bloc optique. Franchement ça donne plutôt, ça fait une sacrée gueule quoi. Puis surtout avec ce capot, parce que là franchement, vu l'inclinaison du capot,
on voit la totalité de la surface du capot. Et en plus, on accentue l'énervement de la gueule de la voiture avec cette ligne qui en plus je trouve très intéressante parce que là on vient donner du bombage, on creuse, mais ça se termine pas genre gentiment en mode plat, tu vois. On creuse, mais après on remonte un peu, puis là on fait du plat. En fait, c'est comme si on avait donné un énorme coup de hache, paf, dans la carrosserie comme ça, et ça rend plutôt bien parce que franchement, avec les reflets du soleil, là, si on prend un peu de recul, tu vois que ça. Petite particularité aussi de ce capot, et c'est une voiture, là, cette fois-ci, c'est une partie asymétrique de la voiture, c'est la découpe du capot, un peu comme ça, avec un petit dévers. Alors pourquoi? Alors peut-être parce que tu as les essuie-glaces qui sont du même côté, donc pour les changer, c'est peut-être mieux. Ou peut-être pour le passage aussi du moteur et des balais. Il y a aussi ça qu'on retrouve depuis, enfin, c'est sur toutes les versions, hein, les grilles d'aération. Oui, et ça c'est les grilles pour l'air dans l'habitacle. Parce qu'en fait, si on ouvrira le capot un petit peu plus tard, Ouais. mais en fait il y a une tubulure qui arrive dans le filtre à pollen, qui ensuite va dans la soufflerie pour aller dans l'habitacle du véhicule. Ok, c'est plutôt cool. Et tu sais ça me fait penser, les grilles là? Quelle voiture ça me fait penser? Bah, la Twingo, première génération. La Twingo, où ils en ont 3, il me semble que les Twingo. Oui, trois grilles comme ça, mais placées vraiment à gauche et à peu près sur la même partie du capot. Donc voilà, alors je ne sais pas si c'est voulu, parce que la Twingo est apparue avant, hein, en 93, mais en tout cas, c'est là, puis ça rajoute bien au côté dynamique de la voiture, tu vois, genre les prises d'air comme dans les supercars, c'est mignon. Aussi, autre particularité de la 206, c'est cette partie-là. Alors là, tout ça, là. Vous montrez ça, cette partie-là à un passionné, ils vous diront que c'est une 206. Direct. Pourquoi? La 206 a une particularité à cette zone-là, c'est la pliure de la carrosserie. Regardez, si on prend un peu d'angle, voilà. En plus, on voit par rapport à la découpe de la portière, on a un petit bombage au niveau de l'emplacement du rétroviseur qui s'affine gentiment vers l'arche de roue. Alors, on peut voir que là, on a un creusement juste après l'arche de roue qui font cette petite vague à la carrosserie. Et ça donne du coup une zone d'éclairage ici, une zone d'ombre. Et ça rend plutôt bien, ça la rend un peu musclée au niveau du montant A. Et ça rejoint naturellement avec ce petit épaulement l'emplacement du rétroviseur. Franchement, ça c'est un bon travail de carrosserie, un bon travail de design. 1998, ils ont fait un sacré boulot de design. Parce que c'était la principale concurrente de la Clio 2. Celle-là, elle a battu le nombre d'exemplaires en France de 2001 à 2005. Elle a tout fait. Elle a battu parce que la Clio 2 c'était la deuxième du classement et faut dire que la Clio 2 c'est moins ouf à regarder. On a les jantes. Alors c'est quoi le nom des jantes? C'est des jantes Sirocco. C'est un nom à la base de voiture. Oubliez cette information. Non, franchement ça rajoute bien au petit côté dynamique de la carrosserie. Alors elles sont pas grosses, elles sont 15 pouces quand même. 15 pouces c'est petit. Mais quand on voit le gabarit global de la voiture, pour moi ça fait pas genre petite roulette. Parce que la voiture n'est pas bien haute, hein, elle n'est pas bien longue. On a des porte-à-faux aussi assez courts, tu vois. Les porte-à-faux c'est ce qui se trouve entre le moyeu et le pare-choc. Non, c'est un design plutôt bien équilibré. Et ça c'est cool. Le porte-à-faux arrière, qui n'est pas exagérément court. Tu vois, on laisse un peu de volume à la carrosserie, un peu de rondeur, donc ce qui donne un sentiment d'être une grosse voiture sans trop l'être, tu vois. C'est pas non plus une mini citadine, hein. Les mini citadines, ça c'est autre chose. C'est des voitures qui font moins de 3,60 m de long. Là on est sur 3,86 m si je m'en souviens bien. Aussi, moi d'habitude, j'aime pas sur le côté, j'aime pas la carrosserie 3 portes. Là, que ça soit 5 portes ou 3 portes, on a un beau design de côté avec cette vitre qui franchement, alors la taille fait penser un peu à la vitre de la 205 en 3 portes. En même temps, c'est la remplaçante. Mais sinon, voilà, on est vraiment sur la rondeur. Là, on laisse une grosse zone vide, un montant C assez imposant pour un peu solidifier visuellement la voiture. Ça donne un aspect un peu plus solide. Le capuchon, alors ça c'est du vrai alu. Ça
Ça, c'est pas de la merde. Ça fait penser un peu aux voitures de rallye. En tout cas, ce qui me fait rappeler, c'est la TT, la Audi TT première génération, qui avait ce capuchon-là tout en aluminium et qui a perduré aussi sur les autres générations. Et ou sinon, voilà, on arrive dans l'ère biodesign, comme je vous le disais, donc on a très peu de lignes de style assez saillantes, pas comme sur le capot par exemple. Là, on a vraiment de la rondeur, on a une légère pliure ici, voilà, ça permet quand même de visualiser la zone orientée vers le ciel et la zone orientée vers le parterre. Donc en fait, on a vraiment deux visions de la carrosserie de la voiture. Après, je ne sais pas si cette finition-là, tu vois, la jupe, elle est quand même assez bien remontée, tu vois. Je ne sais pas si... Il me semble que c'est plus sur les phases 2, parce que celle-ci c'est une phase 2. Ok. Mais c'est une très bonne question. Mais il me semble que toutes les 206 l'ont. Long comme ça, ouais. Ouais, parce que, en plus, c'est très léger, puis ça s'intègre vachement bien à la carrosserie, tu vois. Regarde, par exemple, là, bon, là, nous avons la fameuse découpe pour les assemblages de plusieurs morceaux. Mais tu vois, là, c'est tellement bien intégré que, en fait, ça fait un seul bloc. Tout ça, c'est un seul bloc. Parce qu'imagine, tu pètes ça sur les autres voitures. Tu sais, tu peux remplacer toute cette partie de jupette. Là, il faut que tu remplaces. En fait, c'est mort, quoi. Après, vu que c'est de l'acier, à mon avis, il faut le retordre, le découper et le ressouder. Ouais, voilà. Nous avons sur le montant B le logo Quicksilver intégré. Finition toit ouvrant. Alors, je sais pas si c'était très répandu dans les 206 ces toits ouvrants. Franchement, si on fait très attention, il y a pas mal de 206 qui l'ont quand même. Il y en a pas mal. Mm. Parce que ça, les toits ouvrants, c'est pas donné à tout le monde non plus. Panoramique, c'est pas pareil. Toit ouvrant, tu vois, c'est différent. À l'arrière, eh bien, on rejoint un peu ce côté acéré des blocs optiques, pareil qu'à l'avant, avec ce côté qui remonte vachement en pointe sur l'aile. Là aussi, pareil, le haillon, on est vraiment sur de la rondeur, on reste vraiment sur le bio-design avec un pare-choc. Alors, les pare-chocs n'ont pas changé, hein, que ce soit au niveau RC ou classique ou Quicksilver, c'est le même traitement de pare-choc, le même dessin. Voilà, avec. Alors, ça, c'est le feu anti-brouillard, c'est ça? C'est ça. Le feu anti-brouillard qui est placé au centre, donc un peu à la manière d'une Formule 1, c'est bien intégré, on a une petite ligne qui fait la séparation pour laisser passer ça. Non, c'est bien, tu vois, on a une ligne de style ici pour voir bien correctement le côté face au sol et face à la lumière, ombre, éclairage. Pareil que là, tu vois, on a un petit bourrelet qui est plutôt très intéressant, qui fait vraiment tout le 3/4 arrière. Voilà, là on a une belle zone d'éclairage. Non, franchement, ça rajoute une petite jupette latérale, mais sur le côté assez important, qui donne un peu de sportivité à l'ensemble. Franchement, dites-moi en commentaire si vous la trouvez bien, cette 206, si elle a bien vieilli pour vous. Aussi, il faut savoir que cette 206, elle est déclinée en plusieurs versions, hein. Franchement, Peugeot, on fait tout et n'importe quoi avec, un peu à l'image de la 205. Ils ont fait une version CC, une version... CC, c'est coupé cabriolet. Hein, C'est ça. Voilà, donc ils ont fait une version cabriolet, ils ont fait même une version SW, et ça c'est très très rare dans cette catégorie-là de citadine, d'avoir une version break. Donc on pouvait quand même ranger pas mal de choses dans cette 206. Au vu de son succès incroyable, la 206, voilà, elle s'est arrêtée en 2006. Comme je vous l'ai dit, elle a eu le prix de la voiture la plus vendue en France de 2001 à 2005, c'est-à-dire que du début de sa commercialisation jusqu'à la fin, elle a été leader, elle a été numéro 1. Et Peugeot, en fait, ils ne voulaient pas assumer la fin de la 206. Ils ont fait quand même la 207 juste après, qui est sortie en 2006, mais ils ont perpétué celle-là. En fait, dans la gamme Peugeot, tu avais la successrice de celle-là, la 207, mais tu avais quand même une déclinaison, tu avais quand même la possibilité chez Peugeot de choisir encore la 206, qui va s'appeler la 206 Plus juste après. Donc la 206 Plus, c'est de 2006, tenez-vous bien, jusqu'en 2013. 2013, ils ont forcé. Hein. Alors la 206 Plus, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une carrosserie, c'est un mixte en fait, c'est entre une 207 et une 206. Tu vois, tu as quand même le côté latéral du 207, tu as les blocs optiques qui sont de la 207, mais tu as le capot de la 206, enfin c'est un putain de mélange, on comprend rien et c'est moche. Puis tu as la bouche aussi de la 207, tu n'as plus la bouche fine
et allongée de la 206. Je vous montre en photo, comme ça c'est plus clair pour vous maintenant. Donc voilà, vous avez vu que la 206 Plus ben voilà, va être commercialisée jusqu'en 2013. Donc là, 2013, Peugeot a tiré la corde, mais jusqu'au bout, quoi, parce que niveau technologique, il n'y avait plus rien à jour. Enfin, elle était vachement en retard pour tout et n'importe quoi. Et c'est là qu'ils ont sorti la 208, voilà, qui rectifie le tir. Pour vous dire que Peugeot, on était tellement fiers qu'ils l'ont commercialisé pendant 98-2013. Bon, on va passer à l'intérieur peut-être, c'est sympa, hein? Allez, let's go. Bienvenue à l'intérieur de la 206. On a une finition Quicksilver, donc on a des sièges avec le motif Quicksilver, ça c'est plutôt sympa. Même sur les contreportes, on a franchement un revêtement en tissu avec l'inscription Quicksilver un peu de partout, on peut voir les logos là. Donc ça c'est vraiment la finition qui va avec. Ou sinon au niveau de la globalité d'un tableau de bord de 206, voilà comment on est. Comme je disais, simple et minimaliste, hein. On a quelques boutons, on a l'autoradio, on a le chauffage et c'est tout globalement. Franchement, on s'y repère très très vite. On a des rangements en vue, tu en vois là. On a voilà, ce petit creusement dans le tableau de bord. Je sais pas, par exemple, il y en a souvent qui utilisent ça pour aller chercher leur pain et tout, parce que c'est une voiture pratique au quotidien en ville. Donc voilà, ils mettent leur pain ici ou un peu n'importe quoi. Tu vois, l'esprit de la 206, ça rejoint vraiment la 205, mais sauf que là, tout est en rondeur. Et là, on peut voir que la planche de bord centrale est vraiment traitée en rondeur. Voilà, les bus d'aération, tu vois, même le bouton de warning et tout, et de verrouillage, c'est comme une bulle. Bon, voilà, ça, alors ça vieillit. T'as les plastiques qui sont durs et tout. Voilà, c'est pas un intérieur qualitatif au niveau des matériaux. T'as même le grain du plastique, il est gros, il est grossier. C'est pas vraiment très joli à voir, mais c'est une voiture où on s'y sent bien et pour faire des trajets tous les jours, que ce soit un daily en fait, eh ben c'est plutôt vraiment bien pensé. Tu as le volant aussi qui est en cuir. Alors sur cette finition là, c'est en cuir perforé ici. Voilà, petite surpiqûre. Mais en tout cas, il se prend bien en main. Tu vois, on a un peu les creusements pour laisser passer le pouce. Non, franchement, le volant est chouette. Il n'est pas trop gros comme les volants des Peugeot des années 2000, comme la 307 ou la 508, même ma voiture. Un volant énorme. Non, là, ça va, il est assez compact. Mais sinon, ce qui fait pas de cheap du tout, c'est le pommeau de levier de vitesse. Full aluminium. Et ça, c'est beau. Tu sais, c'est des petits détails comme ça où j'adore. Tu vois, pareil pour l'ouverture de la boîte à gants, tu vois, la manette, tu vois. En plus, tu sens c'est froid, c'est du vrai alu. Comme le pédalier est en vrai aluminium. Tu vois, c'est des petites intentions. Dans une 206, hein, c'est pas une voiture d'un segment supérieur. Et ben ça fait plaisir. Regarde le petit détail. Tu vois, ça c'est pas du rajouter. Hein. Ça c'est d'origine. Nous avons les poignées de maintien en forme de poignées de sac à dos, de sac à main, tu vois. Non, c'est rigolo, c'est rigolo. Ou sinon, qu'est-ce que nous avons d'autre sur la finition Quicksilver? Pas grand-chose. On reste sur une 206, hein. Mais voilà, donc voilà, l'univers de la 206, c'est comme ça, c'est très minimaliste, c'est très simple, on s'y repère très très vite et on se sent particulièrement à l'aise. Il y a aussi l'intention des appuis-têtes qui sont très aériens, qui sont creusés. Alors, je ne sais pas si ça dénature un peu le confort, parce que... Ouais, tu sens que... tu vois, moi j'ai pas un très gros crâne, donc en fait je m'enfonce dedans. On va peut-être passer à l'arrière. Oh, alors toi tu l'as réglé à ta taille, hein, le siège. Ça. Voilà, tu fais 1m78, donc pas loin d'1m80, ce qui est plutôt une taille assez raisonnable. Et voilà, je fais 1m65. On a quand même un creusement au niveau des sièges, donc ça c'est plutôt pas mal. Et il me reste 2 petits centimètres. Mais bon, c'est suffisant. Et puis en plus la coque
n'est pas en plastique dur, donc en fait, si tu t'appuies, bah, t'as pas mal quoi. Nous avons une banquette qui est très moelleux, très moussée, donc ça c'est plutôt assez confortable. Même l'accoudoir sur les côtés, bon, on n'a pas un revêtement moussé, mais on a quand même du tissu, c'est-à-dire qu'on ne touche pas la zone du plastique avec le gros grain qui fait pas très plaisir quoi, au toucher et au visuel. Nous avons quand même le rappel des motifs Quicksilver, c'est toujours sympa. Alors c'est un intérieur très sobre, très sombre. Bon, on a quand même le ciel de toit éclairé, ce qui est plutôt pas mal. Aussi, on a les vitres, la surface des vitres qui est assez importante, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas engoncé dans la voiture. C'est vraiment pas une prison à l'arrière, malgré que ce soit une 3 portes. Grâce notamment aussi aux sièges qui sont percés, qui ramènent de la lumière, au toit qui ramène encore plus de lumière. Donc en fait, on se sent vite à l'aise également à l'arrière. L'emplacement du lève-vitre est ici. Juste là. C'est chiant à mourir. En fait, si par exemple tu es un peu petit, tu dois ravancer ton siège pour être au plus près du volant, et ben le bouton de lève-vitre il a 3 km derrière toi. Donc c'est vraiment chiant pour au quotidien en fait, j'ai envie de te dire. Pourquoi ils l'ont pas mis? Alors ils l'ont pas mis sur la portière parce qu'en fait c'est un peu une voiture économique pas chère. Donc en fait il y a moins de câblage à étirer jusqu'à la porte. Donc c'est pour ça qu'ils le mettent là. Tout est question de coût de fabrication. Bon, allez, on sort. Oh. C'est bon. Coffre plutôt logeable pour une 206. Alors je vais mettre le litrage, mais en tout cas il est plutôt grand. Tu vois, là ce matin, j'ai fait 2 tournages aujourd'hui, et ce matin j'ai fait une Cooper S. Allez voir la vidéo, abonnez-vous. Et le coffre était vraiment plus petit quand même. Alors que la Cooper est plus grosse que la 206. Bon, mais pas mal de bordel, et ça rentre. Parce que déjà, l'accessibilité au coffre est vraiment très aisée, c'est très carré. Le seuil de coffre il est vachement bas. Et puis, ouais, c'est vachement logique. Alors, tu rabats les sièges, bah là, c'est bon. Tu mets un âne mort. Non. Même 2. On referme. Alors, très léger, hein. Sûrement que les vérins sont fatigués aussi. On va peut-être passer à la partie conduite. Qu'est-ce que t'en dis? Bon, on peut, hein. Il reste plus que ça. Il reste plus que ça, puis on est bon. Allez, let's go. Voilà. Oh, dommage, pas de vérin. Ah non, Pas de vérin pour la 206. Mais petite aération quand même. Alors, qu'est-ce qui c'est? Nous avons l'un des derniers moteurs TU pour les connaisseurs, qui s'appelle plus TU mais ET3J4 exactement. C'est un moteur, donc c'est un 1,4 litre 16 soupapes de 90 chevaux. Donc c'est un moteur qui est plutôt rare sur la 206, même un moteur qui est plutôt rare tout court. Parce que 16 soupapes du coup. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on a le TU3, donc c'est un 1,4 litre 75 chevaux. Et en fait, ils ont pris le bloc cylindre de l'1,4 litre, ouais. Ils ont juste mis une culasse de 16 soupapes. Tout simplement. Voilà. Donc de base, non, le 75 chevaux, c'est un 8 soupapes, avec une culasse de 8 soupapes, sauf que là, ils ont juste mis une culasse de 16 soupapes. D'accord. Si on retire ce petit cache, nous pouvons voir les deux arbres à cam. Voilà, pour les connaisseurs. Avec un déphaseur d'arbre à cam au niveau de l'admission, aussi, qui donne un petit côté un peu plus sportif. On a une direction assistée en hydraulique. Hydraulique, ok. Donc 90 chevaux. À mon avis, ça doit peser la tonne ou un peu plus. Celle-ci, elle fait 1 tonne 1 environ. Voilà. C'est très raisonnable. Nous pouvons voir au fond, là-bas, le tétrapolène, qui est super simple d'accès. Où ça? Tout au fond là-bas. Ah oui, d'accord, attends. Je vous oriente. Voilà. Juste là. Voilà, ici. Donc voilà, filtre à pollen. Mais après, voilà, ça c'est un peu dérangeant parce que s'il y a une infiltration, en fait l'eau stagne là-dedans puis ça rouille. C'est ça. Donc après, on peut voir au fond, il y a un trou d'évacuation, mais il n'est pas super bien placé, quoi. Ok. Donc en fait, si jamais il y a une feuille qui se met en travers, c'est terminé. L'eau monte et ça corrode. Voilà. Bon, ça c'est un peu le petit problème des 206. Et même, il y a beaucoup de voitures où tu as vraiment un compartiment avec la coupelle et tout. Enfin bref, c'est
un peu le bordel quand Voilà. ça... Et du coup, voilà, donc un Alid 4 16 soupapes qui est jumelé du coup avec une boîte de vitesse 5 vitesses. Ouais. Un rapport plutôt court. Donc la boîte, c'est la boîte M5 on l'appelle. Donc rapport 5.1 il me semble, exactement. C'est la même boîte que les C2 VTS. Ah C'est ouais, les mêmes rapports. d'accord. Ce qui fait que du coup, la boîte est relativement courte. Donc parfait pour un petit peu de sportivité. Mais à titre de comparaison, à 110, en 5e, on a 3005. Ouf. Donc c'est un petit peu haut, mais... Ah, c'est vrai qu'il faut pas s'éterniser sur l'autoroute, quoi, parce que sinon t'as les oreilles qui sifflent au bout d'un moment. Et encore, c'est pas excessivement dérangeant, c'est juste qu'on est haut dans les tours. Ouais, mais Et, t'entends quand même le moulin. Et ce qui est surprenant aussi, c'est qu'on consomme pas plus. Ok. Donc, par exemple, à 110, à 3005, sur du plat, bien entendu, je suis aux alentours de 6 litres au 100. Ça va, hein. Ce qui n'est pas déconnant. Ce qui n'est pas déconnant pour une essence, on vous rappelle. En plus, c'est chouette parce que j'ai jamais conduite de 206. Et vu que je sais c'est une voiture ultra aimée par les Français et autres, et ben en fait, c'est comme si je conduisais une voiture vraiment un peu une icône, presque une légende. Au quart. Allez, c'est parti. Oh, il n'y a pas beaucoup de marge au point de patinage, tu vois. Non. Ça avance direct. Bon, après, je pense qu'il va falloir que je change mon embrayage d'ici pas très longtemps. Ah ouais? Mais, même s'il accroche encore bien, mais si le point de patinage est beaucoup plus bas, en général, c'est qu'il y a la compensation tu vois, je lâche pas beaucoup avant que ça commence à avancer. Alors peut-être que je vous apprends rien à la conduite parce que beaucoup de jeunes ont cette voiture. Vu comme je vous le disais, c'est une voiture vraiment populaire des jeunes permis. Ouais, tout est doux, t'as l'embrayage, il est hyper facile à enfoncer, même un peu trop facile. Ouais, t'as le volant qui se tient bien en main. Alors après, au niveau de la position de conduite, alors peut-être que je me suis pas installé comme il faut juste avant de démarrer, mais je sens comme une petite gêne au niveau des épaules. Tu vois, comme si j'étais trop maintenu au niveau des épaules. Fallait s'y attendre. Voilà, ça va, on n'a pas le Touareg que j'ai pu essayer sur cette route. Hein. Abonnez-vous, hein, n'hésitez pas à regarder la vidéo du Touareg. T'as l'étagement de la boîte qui est vachement facile, même un peu trop parce que parfois tu sais pas trop où t'as mis le rapport quand tu veux conduire un peu sportivement. Toi tu dis ah merde, est-ce que j'ai mis la 4 ou la 5? L'engagement du rapport n'est pas tac, tu vois, c'est un peu flou. Puis j'aime bien la prise en main du pommeau. Moi j'ai des petites mains, donc tu vois, j'ai pas besoin d'avoir un gros pommeau à l'extrémité. Tu vois, franchement ça épouse bien la paume. Moi ça me va. Puis vu que, toi par exemple ici il fait un peu chaud, vu que c'est du vrai alu, et ben t'as toujours cette sensation de froid, ben, ça fait du bien en posant la main. T'as le dosage du frein qui il est pas fluide, il est pas super fluide. Pas comme les freins de maintenant où on frôle à peine la pédale et ça pile. Non, tu vois, c'est pas ça, mais tu vois, c'est la course, la sensation de course de la pédale. Oui. Tu vois, puis avec le freinage progressif, qui n'est pas hyper fluide là-dessus, tu vois. Après la puissance, je ne sais pas, forcément la puissance, ça va pas être la même que les voitures de maintenant. Bon, celle-là, c'est une 2005, hein, c'est ça? C'est ça. Ok. C'est l'une des dernières 206. Au niveau du maintien, au niveau de l'assise, c'est plutôt pas mal. Tu as des renforts latéraux assez renforcés, pour dire que c'est une 206 limite classique. Franchement, on est quand même bien maintenu dans ces sièges. Au niveau de la vision des choses et tout, tu vois, tu as les vitres qui sont hyper grandes. C'est vraiment agréable parce que tu vois tout. Tu as les montants qui sont pas épais. Non, franchement, on a une bonne vision des choses. La direction, ça va. Alors après, je m'attendais à une direction à basse vitesse plus smooth. Par exemple, pour faire des manœuvres en ville, ça peut être intéressant. Là, c'est assez bien insonorisé. Alors après, il y a des bruits de plastique de partout, hein, mais c'est plutôt bien insonorisé, tu vois. Le moteur, on l'entend pas beaucoup. Après, dans les tours, on verra bien ce que ça donne. Par contre, il est tellement facile que en fait, tu peux changer les vitesses, mais d'une rapidité. Ouais. C'est un pain. Bon, là, j'ai appuyé à fond en troisième, à demi-tour, il n'y a rien. Wow. Alors, les suspensions sont, j'ai l'impression, sont un peu fermes. Ouais. Ils sont. Au niveau des suspensions, ce n'est pas très confort. Bon, après, je pense que les suspensions ont 20 ans ou au moins 10 ans, mais. Tu penses qu'ils sont fatigués? Ouais, oui, je pense qu'ils sont un petit peu fatigués. Ouais. Il y a un petit peu de flou à la direction. Voilà, là, je fais ça, il n'y a rien.
il n'y a rien qui passe. Alors je commence à comprendre le délire des jeunes, tu vois, à aimer cette voiture. Parce que il fait bon vivre là-dedans. Moi je trouve que tu vois, à ce niveau-là, j'ai comme de grandes jambes. Ouais. Je suis vraiment bien. Toi, t'es bien placé. Bon, t'es un peu plus reculé que moi, mais Oui. tu vois, non, elle est logeable. On rejoint un peu le concept de la Twingo. Très compacte à l'extérieur, mais une sensation immense à l'intérieur. Et c'est à peu près ça qu'on a dans la 206. On a quand même de l'espace qui aurait pu être un peu plus gagné, parce qu'on a un tableau de bord qui s'avance vachement loin vers le pare-brise, parce que le pare-brise il est très incliné. Donc on a un gros tableau de bord. Il y a juste un peu la raideur des suspensions qui font te rappeler que t'es pas dans une Rox, mais t'as le confort des sièges qui rattrape un peu le coup. Alors c'est 90 chevaux, hein, c'est non plus pas un foudre de guerre. Je vais quand même taper une 2, voir ce que ça fait. La voiture est chaude, tout va bien. Tu vois, je vais taper une 2 là. Allez, 3000 tours, 3, 2, 1. Ouais, 5000 c'est bien. Non, en fait c'est bien au quotidien. Voilà, c'est suffisant, ouais. Tu sais que t'as 90 chevaux, tu vas pas avoir la tête collée, mais ça répond bien. Peut-être dans les montées, ça peine un peu, peut-être. Un petit peu, il faut juste être. En fait, pour être plus précis, le déphaseur de l'arbre à cam il s'active à partir de 3000 tours. Ok. Donc à partir de 3000 tours, on a une légère poussée, comme un petit peu un VTEC. Ouais. Bon, ce n'est pas un VTEC, mais on a une légère poussée en plus au niveau de 3000 tours. Où la sonorité aussi du moteur, elle change un petit peu. Ok. Mais rien de fulgurant non plus, vu que le véhicule fait que Ouais, c'est ça. 90 chevaux. C'est marrant parce qu'à 90 km/h, en fait, c'est suffisant pour te dire que ah tiens, je vais vite. Toi, pas besoin. Tu vois, je prends le virage à 80. Tu sais, dans une voiture vraiment très moderne et tout, tout est aseptisé. Mais là, tu dis putain, je passe le virage à 90, mais c'est rien du tout. Mais là, tu vois, t'as tellement les bruits d'air qui résonnent à l'intérieur de la voiture, t'as les bruits de roulement. T'as les bruits de plastique qui grincent parce que la voiture elle vibre de plus en plus. Tu vois, à 80, t'as pas envie d'aller plus vite. C'est vrai que sur l'autoroute ça doit être l'enfer. Moi ça va. À 130, tu dois être à 4000 tours là. Bah c'est ça, je suis proche des 4000, mais je vais jamais à 130 parce que c'est horrible. À 130, la conso t'es à 8 litres au 100. Ouais, ah ouais. Ouais, non. Bah, après, Non, justement, c'est pour ça, en daily, c'est vraiment En daily, génialissime. Mais si tu veux faire du voyage avec, non. C'est ça. Prends soit une RC, parce que voilà, ça a assez de punch pour doubler les camions. C'est le punch, mais la conso de la RC, c'est pas très bon aussi pour faire okay, du oui, voyage. C'est différent. Le volant est bien. Puis en plus, le cuir il est confortable. Tu vois, l'épaisseur est bien, surtout pour mes petites mains. Tu vois, même à l'accélération, le bruit, en fait, le moteur il hurle pas beaucoup. Enfin, il est relativement discret, quoi. Puis t'as le petit bruit nerveux de l'essence, ce qui te rajoute un semblant, je dis bien entre guillemets, de sportivité. Bon, là, j'allais passer la R comme un gros connard, parce que j'ai l'habitude des boîtes 6. Vous avez l'impression de ne pas aller vite. Eh ben, petite astuce, si vous êtes propriétaire de 206 ou de n'importe quelle voiture, passez le R comme rallye. Vous allez avoir un gain de puissance et puis environ 10-15 km/h en plus. Alors normalement, les 206 sont réputés pour être un peu joueuses dans les virages. Oui, je te le confirme. Ouais. On va pas s'amuser là-dessus parce que joueuse, ça veut dire pas safe dans les virages. Il faut un peu connaître le véhicule. Après, tu vois, à 80-90, tu vois, on a une belle consistance du volant. C'est plutôt agréable à ce niveau-là. Voilà son terrain de jeu, les petites routes. Non, c'est sympa. Puis voilà, on est relativement proche du sol et tout. Tu lui mets 120 chevaux, mais tu t'éclates là-dessus. Parce que du coup, il y a eu la version en Alitis 16 soupapes qui fait 110 chevaux. Ouais. Et déjà, la version là est super sympa. Ouais. Et à partir de là, on passe sur la S16, donc avec 136. Et la RC, c'est 177 chevaux. 178 ou 177, ouais, par là. Oh,
putain, il devrait refaire les marquages. Oh, puis la direction, elle est dure. Tu sens que ouais, c'est de l'hydraulique, quoi. C'est pas électrique. L'électrique, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus aidé. Il y a une assistance, hein, pas chez les bulles, mais pas adapté pour la ville. Oh putain! Ah oui, ça freine. Tu vois? Bon, alors les enfants, frein à main, toujours important. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci de m'avoir prêté ce véhicule, d'être venu aussi. C'est très sympa. Abonnez-vous à sa chaîne Instagram. Il n'a pas de chaîne YouTube. Il a Insta, alors vous verrez bien. Hein, de toute façon, c'est le propriétaire de la RX8. Comme vous avez vu, et je pense que tu postes aussi un peu de ta 206. La 206, non, c'est beaucoup plus la Mazda quand même. La Mazda, bah, en même temps, c'est 206, Mazda. Le choix est vite fait, quoi, pour voir le véhicule. Mais voilà, en tout cas, cette 206, c'est vraiment la voiture populaire numéro 1 en France. Ça, tout le monde la connaît, mais absolument tout le monde. Et puis bon, on comprend pourquoi c'est vraiment la voiture des jeunes permis. Parce que, comme je vous l'ai dit, elle est pratique, pas chère, facile d'entretien. Bon, après, c'est une 206, hein, je vais pas faire waouh, putain, trop bien, mais je comprends l'engouement qu'a cette voiture, le respect, on va dire, de cette voiture. Je vous rappelle, 12 millions d'exemplaires pour la 206, à compter aussi avec la 206 Plus. C'est absolument énorme. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas, partagez-la, likez-la et commentez-la. Et abonnez-vous. Et surtout, bon Noël à vous. Ciao.